Ah, les films d'amour, ils font rêver, non? L'histoire de deux personnages a priori si différents qui finissent par succomber face à l'amour naissant. Même si tout les sépare, on sait d'avance que l'amour triomphera malgré les obstacles. Vous connaissez la chanson, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et pourtant, lorsqu'on compare ces films à la réalité, le malaise est présent. On se rend vite compte qu'ils véhiculent une image erronée de l'amour et des relations sentimentales en général. La réalité semble fade face aux fanfares et cotillons qui concluent les films romantiques. Mais alors les films d'amour nous mentent-ils? Sont-ils trop niais, voire mensongers? Dégrossissons tout cela. Alors je vais en décevoir plus d'un, mais les histoires d'amour telles que dépeintes dans les films n'arrivent que très rarement dans la vraie vie. Évidemment, il est encore possible de nos jours de trouver le grand amour. On a tous des exemples autour de nous, nos parents, nos grands-parents qui sont ensemble depuis 30 ans et qui pourtant sont toujours aussi heureux ensemble. Mais la vie est-elle aussi simple? Je suis pas sûr. Si le destin, ou plutôt la plume de Shakespeare, a voulu que Roméo aime Juliette malgré la haine que se vouent leurs familles respectives, il est peu probable cependant qu'une puissance divine soit à l'origine d'une rencontre entre un homme et une femme dans une boîte de nuit. Nous ne sommes pas tous destinés à suivre le schéma classique du conte de fées. Rencontres, fleurs, disputes, réconciliation, mariage, enfants et bonheur éternel. La société et donc le cinéma tendent à dépeindre ce mode de vie comme idéal et donc merveilleux. Inconsciemment, vous finissez par vous persuader que vivre l'amour différemment, c'est mal. Dans le film Her de Spike Jonze, nous sommes dans un futur proche. Le héros, ayant suivi le schéma classique d'une relation, vient cependant de divorcer. Profondément désespéré, il redécouvre cependant les plaisirs de l'intimité et de la complicité sentimentale avec l'intelligence artificielle de son téléphone. Il finit même par préférer ce genre de relation atypique qui plus est aux relations physiques réelles. Pourquoi? Parce qu'il a le luxe de se concentrer sur ses sentiments et non pas sur d'autres fioritures exacerbées par l'utilitarisme et l'instantanéité d'une société moderne. Notre génération a tendance à considérer que l'amour existe bel et bien, mais qu'en revanche, il ne peut pas durer toute une vie. Selon les lois de la biologie, l'amour est un processus chimique de courte durée. 3 ans, selon certains chercheurs. Le comportement amoureux est né de la nécessité d'assurer la reproduction de l'espèce. Pour assurer la survie et protéger un nouveau-né, il était autrefois nécessaire d'être deux, père et mère. Le cerveau a donc développé un moyen alternatif, obligeant les deux parents à rester unis. L'amour. Cette alchimie cérébrale pousse les parents à vouloir rester ensemble, mais pire, à se sentir mal lorsqu'ils sont séparés. C'est une sorte d'addiction qui se crée entre deux personnes affichant des critères de complémentarité. C'est d'ailleurs de cette manière que l'on peut expliquer le coup de foudre. Le cerveau réagit à des hormones, des odeurs qui permettent de réunir des personnes assurant la meilleure survie au futur bébé. Les couples qui perdurent plus de 3 ans ne sont donc plus dans une addiction à proprement parler, mais dans un confort, un bien-être. Entretenus par le sexe, les câlins, les bisous qui participent à la libération d'endorphines et font donc perdurer l'union. Mais ce n'est pas tout. Grâce aux échanges intellectuels, une modification du cerveau s'opère sur le long terme en faveur de l'être aimé. On s'attache à une personnalité, un caractère. Maintenant que le fait d'être deux n'est plus une condition sine qua non à la survie d'un enfant, on peut imaginer qu'avec la sélection naturelle, l'amour chimique tel que nous le connaissons va progressivement s'estomper au profit d'autre chose. De plus, nous sommes confrontés aujourd'hui à un choix de partenaire sans précédent. À l'époque, en effet, on épousait la fille du voisin ou le primeur du quartier. Sans trop se poser de questions, on s'impliquait à 100% dans cette relation logique. Alors qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus libre et critique sentimentalement parlant. Cette liberté nous rend beaucoup plus hermétiques au sentiment d'unicité ou de destinée que l'on pouvait rencontrer auparavant. L'amour se traite désormais majoritairement via la technologie, notamment grâce à Internet, qui place chaque usager sur un marché ouvert. Internet a radicalisé l'idée que la rencontre amoureuse devrait être le résultat du meilleur choix possible. Pourquoi l'amour fait mal et va illuse. On accepte donc moins les petites imperfections d'autrui en se disant que l'on peut prétendre à la perfection. Perfection qui n'existe évidemment pas. La vision de l'amour ne repose plus sur un mythe, mais sur un choix rationnel qui fait obstacle au rêve et à l'imaginaire. Paradoxalement, cette vidéo contribue à la rationalisation. On est loin de l'histoire d'amour classique à Hollywood, non? Les films d'amour nous mentent donc car ils se contentent de dépeindre uniquement le début de la relation, sans jamais nous décrire la suite et l'inévitable déclin de la passion et des sentiments. Ils nous enferment dans une sorte de mensonge temporel qui nous laisse penser que la fin du film perdurera pour toujours. Que les héros des films romantiques n'ont jamais connu de déception amoureuse avant de trouver le grand amour. En 2009, le film 500 jours ensemble réalisé par Mark Webb fait exception à la règle. Son pitch? Nous allons suivre durant 500 jours les déboires amoureux de Tom, un jeune homme idéaliste rêvant de vivre une histoire d'amour digne des plus beaux films et belles musiques avec lesquelles il a grandi. Il va rencontrer une fille nommée Summer, qui veut dire été en anglais, une collègue de boulot dont il va tomber amoureux. Il va essayer de la séduire, puis sortir avec, se disputer avec, se réconcilier avec, et puis se faire quitter par elle et la voir se marier avec un autre homme. Est-ce juste pour son histoire tragique que ce film est plus réaliste que la moyenne des films d'amour? Ne soyons pas si cyniques et tentons de voir plus loin. La construction de ce film est intéressante. Il compare les débuts heureux de la relation amoureuse de Tom avec les mauvais moments de la fin de la relation dans une même situation. On comprend alors la grande déception du héros.
Au fur et à mesure que ces rêves de grand amour, façonnés par la pop culture, se confrontent à la réalité parfois amère et ambiguë. Le film ne nous quitte pas cependant sur cet amer constat d'échecs et de mensonges. Il nous explique ensuite comment le héros va se remettre de sa rupture avec Summer pour rencontrer la charmante Autumn, dont on peut deviner qu'elle sera la fille qui va conduire sa vie au printemps et donc à la renaissance et au bonheur. C'est en cela que ce film est réaliste. L'amour, ce n'est pas un grand complot tout puissant qui va vous faire rencontrer le partenaire idéal en un claquement de doigts. L'amour, c'est une série d'espoirs et de déceptions qui vont nous pousser à nous remettre en question. Nous permettre de nous construire pour qu'au final, on puisse être assez mature et assez lucide pour rencontrer l'amour de sa vie, le séduire et le garder. En nous racontant toujours la même histoire, les films d'amour contribuent à nous enfermer dans une vision idyllique, faussée et même simpliste des relations amoureuses. Vision bien différente de toutes les complexités et subtilités de la vie. Ce décalage entre idéal et réalité entraîne pour beaucoup d'entre nous de lourdes déceptions amoureuses. Mais comme nous le rappelle 500 jours ensemble, la vie n'est pas un film et l'amour existe bel et bien. Il suffit d'y croire et de le construire. Pourquoi continuons-nous à regarder des films d'amour et à s'en nourrir? La vision utopique de la vie nous permet de rêver et d'alimenter certains fantasmes amoureux. Roméo et Juliette, Le Moulin Rouge, Un Lent Dimanche de fiançailles en sont des exemples parfaits. Ils sont très romancés certes, mais n'en restent pas moins émouvants et plaisants à regarder. Il faut cependant savoir faire la part des choses et ne pas les regarder comme une leçon de vie mais comme un divertissement. Mais parce que nous sommes d'éternels romantiques malgré cette débâcle, nous allons finir sur quelques mots d'Alfred de Musset. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond, où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fonge. Mais il y a en ce monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de ces deux êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Mais on aime, et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. » C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. On ne badine pas avec l'amour, acte 2, scène 5. Voilà de quoi entretenir la flamme qui sommeille en vous. Un grand merci à David le Romantique d'avoir participé à cette vidéo. En tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir les prochaines vidéos. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, à plus mes petits manipulateurs.